Anders Breivik, le terroriste norvégien d'extrême droite qui a assassiné 77 jeunes en 2011, reçoit 800 lettres d'amour par mois. Et il n'est pas le seul. Michel Fourniret, Guy Georges, Marc Dutroux. Ils ont fait la une des journaux pour leurs actes criminels, souvent détestés. Derrière les barreaux, tous reçoivent pourtant des lettres d'amour et des demandes en mariage. Il existe un joli mot pour désigner cette passion pour les criminels, hybristophilie. Alors bien sûr, on pourrait considérer ce genre d'héroïsation des tueurs comme un trouble pathologique, mais on peut aussi le voir comme la manifestation extrême d'une fascination largement partagée pour le crime. Cette attraction repose certes en grande partie sur nos pulsions voyeuristes, mais pour le philosophe Mathias Roux, les vraies affaires criminelles représentent plus que de simples faits divers. Dans Le goût du crime, l'essai qu'il a coécrit avec son frère Emmanuel Roux, il montre que non seulement ces affaires donnent matière à penser notre époque, mais elles soulèvent de grandes questions philosophiques. Pourquoi les affaires criminelles nous fascinent-elles? Que nous enseigne l'événement criminel sur la question de la vérité et du mal? Quelle est la raison du crime? Dans son livre Contre Sainte-Beuve, Marcel Proust décrit bien cette petite jouissance qu'on éprouve quand on procède à cet acte abominable et voluptueux qui s'appelle lire le journal, en un régal matinal s'associant excellemment d'une façon excitante et tonique à l'ingestion recommandée de quelques gorgées de café au lait. Et il faut bien l'avouer, quand on lit dans le journal les détails croustillants des meurtres les plus sordides, on a du mal à prétendre que c'est juste pour s'informer. Le sociologue Pierre Bourdieu disait d'ailleurs que le fait divers fait diversion. Mais Mathias Roux tient à nuancer cette critique. D'abord, il distingue le simple fait divers de la véritable affaire criminelle. D'abord, le fait divers, il passe avec ce que j'appelle l'écume de la marée de l'actualité. Un fait divers en chasse un autre. Bon. Or, ce qui est très intéressant avec l'affaire criminelle, c'est que très souvent, notre intérêt public va durer des années, voire des décennies. Elle va donc, cette affaire, marquer son époque, au point, parfois même, d'avoir un statut historique. C'est-à-dire que, par exemple, l'affaire Grégory, ça fait partie de l'histoire de France. Alors, il est vrai que l'affaire criminelle, d'une certaine manière, est aussi un fait divers et fait aussi fait diversion à sa manière. Il ne faut pas le nier. Mais notre thèse, c'est qu'elle n'est pas que cela. Elle n'est pas réductible qu'à cela et qu'elle a même parfois une dimension réellement politique. Vous pensez à quoi, par exemple? Bien, si on pense, par exemple, à ce qui s'est passé en 1972 à Bruyères-en-Artois, c'est l'affaire de Bruyères-en-Artois, dans un contexte post-68, où les clivages politiques et sociaux en France sont très forts, et où une jeune enfant d'un milieu populaire a été tuée sauvagement à Bruay, et on a immédiatement accusé le notaire parce qu'il était notaire et parce que forcément ce crime n'avait pu être commis que par un notable bourgeois, etc. On est en 72. Serge July, par exemple, avait dit qu'il était forcément coupable car notable. Vous voyez, ce fait, par exemple, a une dimension, son orchestration médiatique a une résonance politique, puisqu'on est dans un contexte bien particulier. Le dossier contre le notaire Maître Leroy était quasiment vide et il a rapidement été innocenté du meurtre de Brigitte Devèvre. Mais le journaliste Serge July, qui était encore à cette époque un fervent militant maoïste, lance une campagne contre le notaire dans son journal La Cause du Peuple. C'était à peine quelques mois avant de fonder le quotidien Libération. Maître Leroy et la famille de Brigitte étaient bien sûr presque voisins, mais jamais ils ne s'étaient adressés à la parole. Ils n'étaient pas du même monde. Il faut dire qu'à Bruay, il y a les bourgeois et les ouvriers, c'est-à-dire les mineurs, des corons. Pour ces derniers, l'incrédulité a souvent fait place à la colère. Pourquoi pas le notaire, disent-ils. C'est aussi ce que pense la mère de Brigitte. Finalement, on n'a jamais su qui était le meurtrier, c'est ce qu'on appelle un cold case. Et ce genre d'affaires non résolues nous titille. Il frustre notre besoin de comprendre en provoquant ce que Roland Barthes nomme un trouble de la causalité. S'il y a un grand texte pour rentrer dans cette thématique-là d'un point de vue un peu intellectuel, c'est celui de Barthes sur le fait divers, où il essaye de décortiquer justement quelle est la structure du fait divers. Et ce qu'il montre, d'abord, ce qui caractérise le fait divers, c'est effectivement ce qu'il appelle des troubles dans la causalité, c'est-à-dire ces événements du quotidien qui ne répondent pas aux régularités de la vie ordinaire, où il peut y avoir souvent une rupture, un hiatus entre la cause et la conséquence. Il explique que finalement, qu'est-ce qui va retenir notre attention dans le fait divers en général, et en particulier l'affaire criminelle, c'est que dans une société comme la nôtre, hyper rationalisée, où nous pensons pouvoir en théorie tout expliquer, voire même de plus en plus prévoir, il survient des faits que nous n'arrivons pas à comprendre,
Mathias Roux donne un exemple très parlant de ce genre de déviance causale. C'est l'affaire de la dépeceuse de Tours, une aide-soignante qui s'appelle Sylvie Reviriego et qui a assassiné sa meilleure amie en 1988. Elle l'assassine pas, si vous voulez, sur fond de jalousie ou de rivalité amoureuse, puis surtout, elle l'assassine pas de façon propre, quoi. Elle fait tout pour la détruire, jusqu'à finir par faire cuire sa tête dans un four, et finalement, elle est identifiée. Bon, elle fait quand même brûler la tête de sa copine, juste avant de faire cuire le gâteau d'anniversaire de son fils. Hein. Voilà, c'est pour vous montrer le niveau de violence criminelle. Bon. Or, il se trouve que Sylvie Reviriego n'avait quasiment aucun mobile. Et quand elle a dû s'expliquer, elle a dit, elle me demandait souvent de l'argent, elle ricanait avec les hommes, je supportais plus son rire, etc. Et puis on s'est aperçu, en fait, au moment du procès, qu'il est vraisemblable que son humeur avait changé, car elle prenait des coupes-fins, c'est-à-dire des amphétamines, qui avaient modifié son comportement. Et donc là, on a vraiment un fait divers à la Barthes, c'est-à-dire, en gros, elle veut faire un régime, elle fait cuire la tête de son ami au four. C'est exactement ce qui s'est passé. Bon. Les exemples ne sont pas de cet ordre-là. Mais... Ah oui, mais celui-là, il est magnifique. Voilà. Et c'est vrai que ça montre à la fois le côté hiatus entre petite cause et grand effet. Et en même temps, Barthes dit la causalité est réaffirmée. Exactement. Parce que d'une certaine manière, c'est presque l'exception qui confirme la règle. C'est-à-dire que tout fait, qu'il soit humain ou naturel, a forcément une cause. Rien n'est sans raison. Un crime n'arrive jamais sans raison. Et dans le texte de Barthes sur les faits divers, il y a un beau passage sur le besoin impérieux qu'on a de comprendre ces raisons. Le policier, émanation de la société tout entière sous sa forme bureaucratique, devient alors la figure moderne de l'antique déchiffreur d'énigmes qui fait cesser le terrible pourquoi des choses. Son activité, patiente et acharnée, est le symbole d'un désir profond. L'homme colmate fébrilement la brèche causale. Aristote le disait déjà, hein, l'homme, c'est l'être qui cherche à comprendre, en fait, et à savoir, au-delà de la simple satisfaction de ses besoins. Eh bien, nous avons besoin, effectivement, de comprendre ce que nous vivons. Et très souvent, les affaires criminelles, justement, sont pour nous une manière de venir titiller en nous ce goût de donner du sens, c'est-à-dire reconstituer la chaîne causale, être en mesure d'intégrer les raisons que se donnent les acteurs d'agir, tout ça pour donner une cohérence au monde. Voilà. Et l'affaire criminelle va venir, évidemment, entretenir chez nous le goût pour les énigmes. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une énigme ? C'est quand le réel nous donne quelques signes. Donc c'est un début de sens. Le signe, ça indique un sens, c'est-à-dire une direction pour chercher, mais en même temps, ces signes sont lacunaires, déficients. Ce sont parfois des fausses pistes, etc. Donc l'énigme, c'est par excellence ce qui vient exciter chez nous le goût proprement humain pour comprendre ce qu'on vit et comprendre nos expériences. Une fois qu'on a résolu les énigmes et qu'on a identifié l'auteur d'un crime et ses mobiles, il y a quelque chose qui reste difficile à comprendre, c'est comment il a pu passer à l'acte. C'est le momentum. Alors le momentum, le moment, l'instant de bascule, c'est un terme qu'on retrouve en physique aussi, qui est repris en psychologie, pour justement qualifier ce moment de bascule criminelle. Ce moment qu'on a tous imaginé pour nous-mêmes d'ailleurs, hein, parce que la grande différence entre les criminels et nous, c'est qu'ils sont passés à l'acte. C'est-à-dire que tout le monde a imaginé tuer des gens. Bon, moi le premier, mais je ne suis pas passé à l'acte, en tout cas pas encore. Et donc ce momentum, il concentre en fait tout le pouvoir de fascination de l'affaire criminelle. Je vous disais il y a quelques instants que l'intérêt de l'affaire criminelle, c'est qu'elle va venir nous mobiliser intellectuellement. Et on va presque faire de la philosophie sans nous en rendre compte. Eh bien, justement, le momentum, lorsqu'on est frappé par le fait que quelqu'un soit passé à l'acte, nous amène à nous interroger, évidemment plus ou moins implicitement, sur le fait que qu'est-ce qui nous retient d'ordinaire ? Ouais. Bon, c'est ce fameux débat moral qu'on retrouve chez Platon et qui est mis à l'épreuve à travers justement ce qu'on appelle le mythe de Gygès. Gygès étant ce berger qui trouva un anneau magique qui lui permet de se rendre invisible. Lui, justement, parce qu'il est invisible, s'introduit dans le palais de la reine, tue le roi, l'épouse, etc. Donc, c'est l'idée que finalement, ce qui nous retient de transgresser les normes, c'est uniquement la peur, et que si nous avions la certitude de ne pas être pris, alors nous serions tous capables d'être des criminels en puissance. The question is, what would you do if you knew you couldn't be seen? Imagine the freedom to fulfill any desire. Je
trouve ça intéressant d'inverser la question et d'examiner non pas les pulsions qui font passer à l'acte, mais les raisons pour lesquelles on y résiste habituellement, que ce soit la peur d'être pris, la force du surmoi ou encore la solidité des digues morales et sociales qui sont censées contenir nos pulsions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'instant du passage à l'acte lui-même ne livre pas toute la vérité du crime. Si on veut vraiment le comprendre, il faut élargir la perspective au contexte social. L'un des premiers penseurs à l'avoir fait, en s'intéressant notamment au taux de criminalité dans une société, c'est Émile Durkheim, dans son livre « Les règles de la méthode sociologique ». Alors Émile Durkheim est considéré comme celui qui a posé les fondements de la sociologie française, en la distinguant de la psychologie et de la philosophie, sa discipline initiale. Il est notamment célèbre pour son livre sur le suicide, où il montre que même un geste aussi intime peut être abordé de manière non pas psychologique, mais sociologique. L'approche de Durkheim, justement, permet de comprendre que le crime est un phénomène social, doit se comprendre comme l'effet de la société sur les individus, comme un fait social, exactement comme le suicide. C'est son apport qui, là aussi, un peu comme le crime, semble être une démarche purement individuelle. On pourrait dire qu'il y a d'ailleurs un lien entre le momentum du passage à l'acte criminel et le momentum du passage à l'acte suicidaire. Or, le grand apport de la sociologie, en particulier de Durkheim, c'est de montrer qu'il y a des déterminants collectifs, culturels, au passage à l'acte individuel. Pour en savoir plus sur l'apport de Durkheim, j'ai appelé Mathieu Bérat, un sociologue de l'Université de Bordeaux, qui a découvert en 2018 des cours inédits que Durkheim avait dispensés en 1892 sur la sociologie criminelle. Comment est-ce qu'il définit le crime ? Alors là, il y a aussi une petite révolution conceptuelle, puisqu'il définit le crime non pas d'un point de vue moral, comme le faisaient beaucoup les gens à l'époque. Il a repoussé cette difficulté en définissant le crime par tout ce qui était puni. Et donc c'est très relatif, puisque le code pénal évolue. Lentement, dit-il, mais il évolue malgré tout quand on regarde sur des siècles et des millénaires. Et il y a des choses qui sont pénalisées et il y a des choses qui sont dépénalisées. Dans ses règles de la méthode sociologique, le texte sur le sujet a un titre assez provocateur. Le crime, phénomène normal. Et il évoque même son utilité sociale. Donc intuitivement, le crime est un phénomène pathologique, puisque depuis toujours, on dit que les criminels sont des déchets psychopathologiques. Donc voilà, point de vue des médecins, c'est une pathologie. Mais Durkheim dit que le point de vue de la sociologie n'est pas le point de vue individuel, psychologique, et d'un point de vue social, il est normal de trouver dans toute société des crimes. En fait, on a besoin de punir. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de punir ? Il insiste bien là-dessus. Parce qu'en fait, c'est dans le moment où la société réagit contre le crime, qui est une agression contre elle, elle prend conscience d'elle-même. En fait, c'est en punissant qu'elle réalise qu'elle existe en tant que collectif. Donc, elle a besoin de punir pour exister. Il faut imaginer à l'inverse que si une société ne punissait pas, ça serait pathologique pour le coup. Pour Durkheim, le crime est un phénomène non seulement inévitable, mais nécessaire à la santé et à la cohésion d'une société. Son approche a permis de réfléchir à la dimension sociale du crime. Il n'empêche qu'en fin de compte, si l'on juge les gens, c'est parce qu'on les considère comme étant responsables de leurs actions. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne juge pas les fous. Le grand problème, c'est que l'affaire criminelle nous ramène à une expérience philosophique que nous vivons tous, qui est l'opposition, la contradiction qui passe à travers nous-mêmes, entre d'un côté l'affirmation que nous sommes des êtres libres et que donc nous sommes responsables de nos actes, et en même temps la thèse selon laquelle effectivement nous n'échappons pas à des déterminismes. Nous sommes aussi un morceau de matière engagé dans la nature, subissant les déterminismes naturels, physiques, physiologiques, sociaux, cérébraux, neuronaux, enfin bref, voilà. Nous sommes des êtres profondément clivés entre d'un côté l'affirmation que nous sommes libres et en même temps nous sommes déterminés. Bon, c'est la grande antinomie kantienne. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, si je regarde un épisode de Faites entrer l'accusé, je serais en permanence en train de balancer entre ces deux pôles. C'est d'un côté, je me dirais, mais quelle ordure, la peine de mort a d'être restaurée pour ce type de criminel. Et puis 2 minutes après, ah ouais, quand même, ouais, il a subi ça étant enfant, ouais, d'accord. Vous voyez, il n'y a quasiment aucun serial killer qui n'ait pas été un enfant malheureux. Quand on lit à l'audience le parcours
de Guy Georges depuis qu'il est né, ce qu'il a subi, les abandons par sa mère, le fait ensuite qu'il ait été déplacé de famille d'accueil en famille d'accueil, etc., qu'il ait été rejeté, la société doit s'interroger aussi sur elle-même. C'est elle qui l'a fabriqué. Bon. Est-ce qu'on pourrait pas dire que philosophiquement, on pourrait prendre parti pour, disons peut-être une approche très spinoziste, peut-être très déterministe, dire oui, on est entièrement déterminé, sauf que politiquement, en pratique, dans la vie de tous les jours, on ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas vivre avec l'idée qu'on ne serait pas responsable. Exactement. Puisque s'il n'y a plus de responsabilité, il n'y a plus de morale. L'acte criminel met en quelque sorte en scène cette antinomie indécidable entre liberté et déterminisme. Et la séquence du procès est forcément dramatique, puisque le juge est obligé de trancher sur la question de la responsabilité pour faire émerger une certaine vérité. Vous faites remarquer dans le livre que là où un scientifique peut avoir le luxe de dire « on ne peut pas savoir », au procès, le juge ne peut pas avoir ce luxe-là. Il doit décider quelque chose. C'est ça. Il faut rappeler quand même qu'on rend la justice au nom du peuple français. Donc le juge, c'est nous, d'une certaine manière. Et nous ne pouvons pas, c'est ça qui est très intéressant avec l'affaire criminelle, c'est que nous ne pouvons pas être indifférents à la vérité des faits. Il y a plein de choses que je n'arrive pas à comprendre dans la vie, j'arrive pas à comprendre. Et bien, au bout d'un moment, c'est pas grave, je suis pas fait pour le comprendre, peu importe, je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est faux, etc. Bon. Pour les affaires pénales, comme nous devons la justice aux victimes, nous ne pouvons pas nous satisfaire d'une forme d'indifférence. Nous devons trancher. On ne peut pas suspendre notre jugement, nous devons trancher. Rendre raison, c'est aussi rendre justice. Les deux vont ensemble. Voilà. Et alors, quelle est la nature de la vérité qui va émerger au moment du procès ? D'emblée, l'affaire criminelle nous met face à plusieurs types de vérités, de régimes de vérité qui se complètent, mais qui entrent en concurrence aussi les uns avec les autres. Par exemple, l'ADN vous permet d'établir de façon scientifique et objective que telle personne était là à tel moment et d'identifier cette personne. Bien. Ça, c'est une vérité de type scientifique, objective. Mais ce type de vérité n'est pas la seule. Il y aura aussi à faire, notamment au cours de l'enquête pour le juge, des raisonnements de type juridique, où là, on est davantage à rechercher la bonne application de la loi, et là, on va chercher à déterminer une vérité de type juridique. Par exemple, est-ce que le cas que je suis en train de qualifier en tant que juge d'instruction correspond à la bonne catégorie juridique? Est-ce que c'est un assassinat, ce qui veut dire préméditation? Est-ce que c'est un crime, etc. Bon. Donc, vous voyez, différents régimes de vérité, pour parler comme Foucault, qui viennent à la fois se compléter, mais aussi parfois s'opposer. C'est la vérité qui permet, à partir de toutes ces disciplines en concurrence, toutes ces approches en concurrence, d'établir une sorte de meilleure version possible qui satisfait la société. Autrement dit, dans le contexte du procès, la recherche du vrai n'est pas pure, elle n'est pas désintéressée, puisqu'elle répond avant tout à un besoin de justice. Et de fait, le mot vérité lui-même est très peu présent dans le code de procédure pénale. Certes, le témoin doit jurer de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, mais la notion de vérité n'entre pas du tout dans la définition de l'intime conviction, le mécanisme intellectuel par lequel les jurés doivent arriver à un jugement. L'avocat pénaliste Pierre-Olivier Sûr a écrit à ce sujet. C'est que la vérité en matière de justice est un instrument et non pas une fin. On part de la vérité du témoin. On part de la vérité de l'expert. Il a une cravate rouge. On part de la vérité de la temporalité. C'était à 21h53. Et à partir de cet empilement des vérités, on va rendre une décision de justice dont personne n'ose dire quelle est la vérité. Si les affaires criminelles nous intéressent autant, c'est donc en partie parce qu'elles titillent notre désir de vérité et qu'elles questionnent la possibilité même d'arriver à atteindre la vérité. Mais Mathias Roux propose une dernière piste. Pour lui, ces affaires nous tiennent à cœur parce qu'elles nous permettent aussi de travailler la question du mal. Alors il y a le fait de vouloir comprendre la cause, le mobile... Et puis, il y a, disons plus largement, donner du sens à l'idée de mal. Là, l'intérêt du crime, c'est que, pour une fois, le mal, il est personnifié. Exactement. Il est personnifié tout en restant à distance. Voilà. Parce que ce qu'il faut quand même expliquer, c'est que notre goût pour les affaires criminelles n'est pas nouveau. Évidemment, il a à voir avec le goût pour la violence, le sang,
mais lorsque justement ce goût peut s'exercer à distance. Il y a évidemment dans notre attirance pour l'affaire criminelle quelque chose de cathartique. Ça, c'est pas nouveau, c'est-à-dire que le spectacle de la violence, du crime, du mal, à distance, nous permet de nous purger de nos pulsions, de nos peurs, et en même temps de nous interroger. Bon, mais pour ça, il faut effectivement qu'il y ait une distance. Cette notion de catharsis, c'est le philosophe grec Aristote qui l'avait développée pour comprendre pourquoi ses contemporains aimaient les tragédies sanglantes. Alors il y a beaucoup de débats sur le sens véritable de ce concept. Est-ce que c'est la purification des émotions, ou plutôt la purgation de l'âme qui est débarrassée de ses émotions excessives, ou encore la clarification, le phénomène par lequel les passions ténébreuses sont traversées par la lumière et rendues intelligibles. En tout cas, ce n'est pas inintéressant de rapprocher les effets d'effroi, de pitié, mais aussi de réflexion que produisent aussi bien les tragédies grecques les plus cruelles que les grandes affaires criminelles. Et ce n'est pas un hasard si ces tragédies sont le plus souvent inspirées des mythes. Pour Mathias Roux, les affaires criminelles sont avant tout des récits qui remplissent les fonctions auparavant dévolues aux mythes. Alors, c'est bon justement de rappeler à quoi servaient les mythes, les sociétés archaïques et anciennes. Le mythe venait, par forme de récit, répondre à des interrogations existentielles. Alors, d'où venons-nous, où allons-nous, et qui sommes-nous? Qu'est-ce que c'est que l'homme, etc. Bon. Nous restons les mêmes que nos ancêtres, c'est-à-dire avec des besoins existentiels profonds, par exemple, toujours une profonde peur devant la mort, de ce qui va nous advenir, une profonde peur aussi, ou une angoisse sur ce dont nous sommes capables, l'hubris que nous avons en nous, cette possibilité d'excès que nous avons en nous, que nous portons. Voilà, d'où notre intérêt pour encore ces figures du monstre, du héros, qui nous permettent de justement s'interroger et d'éprouver nos limites. Le monstre est justement un motif qu'on retrouve dans les mythes, très souvent. Et quel est l'intérêt du monstre pour nous? Quel est l'intérêt dans les mythes et aujourd'hui dans l'affaire criminelle? C'est de nous amener à nous interroger sur notre propre humanité. Quelles sont les limites de l'humanité? Qu'est-ce qui nous définit en propre? Parce que, justement, ce qui est très intéressant, c'est que il n'y a qu'un être humain qui puisse être inhumain. Il n'y a jamais eu deux, Enzo, il n'y en a qu'un. Il est assis là, devant moi. Le bon père de famille et le violeur, en série. Les deux en un, mais ça vous arrange que nous pensons qu'il y en ait deux. Durant toute cette enquête, beaucoup ont cherché un tordu solitaire, un immigré asocial, un pervers déviant. Et vous nous faites chier, monsieur Salina. Donc prenons par exemple quelqu'un où il est difficile d'imaginer un être plus inhumain, Michel Fourniret. Justement, ce qui est très intéressant, c'est qu'il est d'autant plus inhumain qu'il est profondément humain. D'abord, c'est un lettré, il écrit bien, voilà, et il est capable de séduire une femme par une lettre. Pour l'illustrer, ça, on cite un extrait, une expérience relatée par le chroniqueur du Figaro, Stéphane Durand-Soufflant, qui a écrit un livre sur le procès Fourniret. Et au cours du procès Fourniret, il relate cette anecdote dont il s'est toujours parmi, c'est qu'à un moment donné, il y a un témoin qui vient et qui prononce une phrase qui fait penser à tout le monde, à ce moment-là, tout le monde l'a en tête, à une phrase de Coluche. Je ne dirais pas ici parce qu'elle est pas très... Elle est un peu vulgaire, bon. Et en fait, vous savez, comme des fous rires qu'on a eus en classe ou au moment où il ne faut pas l'avoir, ce fou rire, on se regarde, on se dit rien, mais on sait qu'on pense exactement la même chose, tous au même moment, et on éclate de rire. Et c'est ce qui se passe, et Stéphane Durand-Soufflant se marre avec Fourniret. Et donc, en fait, Stéphane Durand-Soufflant rentre chez lui en disant « J'ai piqué un fou rire avec Michel Fourniret », qui, 2 minutes avant, racontait comment il avait laissé mourir une gamine dans des circonstances absolument effroyables. Voilà. Et ben ça, c'est précisément ça, le monstre. Celui qui est d'autant plus loin de moi parce qu'il est capable de faire qu'il en est proche. Pour Mathias Roux, les affaires criminelles fonctionnent comme des mythes. Elles mettent en scène des héros et des monstres pris dans des destins tragiques. Elles stimulent notre besoin de comprendre les causes logiques, de connaître la vérité et de trouver du sens aux expériences de la vie. Ce sont des récits qui questionnent la réalité de la liberté humaine et qui dessinent toujours les limites que l'on essaie désespérément de tracer entre le monstrueux et nous. Des limites qui sont introuvables, car l'inhumain niche au cœur de l'humanité. Pour aller plus loin, mes sources sont en description et pour garder les idées larges, il y a d'autres épisodes. À bientôt!